Alors, bonjour tout le monde. Merci à la maison d'être avec nous pour cette conférence à la maîtrise en orthopédagogie et les programmes de deuxième cycle en littérature jeunesse. Mon nom est Véronique et je serai votre animatrice pour cette séance. Nous serons en fait accompagnés de Nathalie Trépanier, professeure en orthopédagogie, et puis de Isabelle Montesinos-Gellet, professeure en littérature jeunesse, et également de Alem Amar, qui est visoyenne à la faculté des sciences de l'éducation. Avant même de leur laisser la parole, juste quelques petites consignes de base. Cette séance sera enregistrée et donc disponible par la suite sur la page des portes ouvertes se poursuivre. Je vous partagerai le lien dans le clavardage. La durée maximum est de 45 minutes. Et puis, si jamais vous avez des questions, on vous invite à les poser via l'icône dans le bas de la fenêtre Q&R ou Q&A. Donc, je cède maintenant la parole à Madame Nathalie Trépanier. Merci Véronique. Alors, bonjour. C'est toujours difficile de parler à un écran. On va essayer de faire ça le plus humainement possible. Alors, je vous amène au royaume de la maîtrise en orthopédagogie en partageant mon écran que voici. Je me mets en mode présentation. Oups, excusez, je commence en trichant déjà. Donc, voilà, attendez. Évidemment, je n'ai pas mis la bonne page au départ. Donc, je me présente, Nathalie Trépanier, je suis professeure en adaptation scolaire, mais donc dans le département de psychopédagogie et d'andragogie de l'Université de Montréal. Donc, en sciences de l'éducation, je suis la responsable du programme de MOD en orthopédagogie. Donc, aujourd'hui, ça va être bref, ça va être dense et sachez que toute l'information se trouve également sur le site web, bien sûr. Donc, la maîtrise en orthopédagogie, on va regarder de quoi elle se compose, on va regarder brièvement la structure du programme, qui est admissible au programme également et pourquoi vous devriez venir étudier à l'Université de Montréal dans notre programme. Donc, de façon plate et linéaire, quand on regarde le programme de MED en orthopédagogie, on voit qu'il s'agit d'une maîtrise professionnelle. Donc, ce n'est pas une maîtrise qualifiante, c'est une maîtrise qui permet aux intervenants des milieux scolaires, enseignants et parfois non-enseignants aussi, intéressés par les élèves qu'on dit HDAA, en difficulté d'adaptation, d'apprentissage ou handicapés. Donc, c'est vraiment pour développer les compétences professionnelles de façon continue. Donc, dans cette foulée, on a en fait à démêler la formation initiale de la formation continue. On est vraiment dans un programme de formation continue. Donc, la formation initiale aurait été faite au baccalauréat, en tout cas pour la plupart des gens qui ont suivi leurs études au Québec. Et puis, ce sur quoi je veux insister également, c'est que ce n'est pas une formation qualifiante. Donc, vous n'êtes pas formé pour pouvoir être un meilleur enseignant au départ ou devenir un enseignant, disons, en adaptation scolaire ou un orthopédagogue, mais vous êtes bien formé pour enrichir vos compétences déjà développées en enseignement, en éducation. L'autre chose que je tiens à spécifier également, compte tenu des questions que j'ai souvent eues, puis peut-être que vous allez en avoir aussi, c'est de ne pas confondre avec la maîtrise de recherche. Il y a probablement eu des présentations en lien avec la recherche. Si je regarde à l'EM, je pense que oui. Donc, pour le programme de recherche, pourquoi je fais cette distinction? C'est que parfois, les étudiants vont avoir l'impression qu'en poursuivant leur baccalauréat, en ayant une maîtrise professionnelle en orthopédagogie, ils vont aller plus loin dans certains aspects, alors que c'est parfois la maîtrise de recherche qui répondrait à leurs questions plus spécifiques, plus pointues, qui leur permettrait d'approfondir vraiment un sujet particulier. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a quand même un beau programme professionnel et que ça n'exclut pas que certains d'entre vous ont peut-être un intérêt pour la recherche qu'ils ignorent pour le moment. Donc, ne pas avoir peur d'aller voir aussi du côté de la recherche. Moi, je vous encourage à poser vos questions aussi en ce sens. Donc, dans une foulée de développement professionnel continu, qu'est-ce qu'on cherche à faire dans cette maîtrise? Eh bien, on va d'abord cibler des enseignants qui sont formés au primaire, au préscolaire ou au secondaire. On peut toucher également des enseignants qui seraient formés dans des bacs disciplinaires. On va toucher également, évidemment, des enseignants qui seraient formés en adaptation scolaire et évidemment des intervenants en soutien à l'apprentissage. Donc, des intervenants qui peuvent des personnes qui peuvent intervenir directement ou indirectement auprès des élèves, mais qui se soucient
au final, des élèves qui se retrouvent en situation de handicap, qui ne peuvent pas réaliser les apprentissages qu'on leur demande de faire et qui, au final, n'auront peut-être pas leur diplôme, au moins diplôme de formation générale ou diplôme professionnel rendu au secondaire. Donc, on cherche à faire en sorte que ces jeunes-là ou ces adultes-là, si on s'intéresse à des adultes, puissent poursuivre leur cheminement au mieux dans leur parcours professionnel par la suite pour eux aussi. Donc, nous, on s'intéresse à vous, professionnels de ce type. Maintenant, quand on regarde au niveau des admissions, il y a différentes conditions selon la provenance, disons, selon où on a fait nos études de base, notre formation initiale. Donc, si vous avez un bac en éducation de 4 ans, les conditions actuelles sont celles-ci. Donc, si vous êtes au bac présentement ou si vous avez fait un baccalauréat en éducation, soit en adaptation scolaire, soit en préscolaire primaire, on vous demande d'avoir une moyenne de 3 sur 4,3. Donc, si vous rentrez dans l'éducation au niveau de votre formation initiale, mais ce n'est pas tout à fait ça que vous avez fait, il y a des modulations qui peuvent s'opérer. Donc, par exemple, si vous avez un bac en enseignement disciplinaire, comme par exemple en enseignement du français langue seconde, au secondaire, ou bien au BEPS en éducation physique, bien nécessairement, il peut y avoir des modulations au niveau de vos cours, des cours préalables à faire, jusqu'à 21 crédits de cours préalables. Pourquoi? Parce que on va s'attendre à ce que vous ayez votre formation initiale complétée pour faire ces cours de maîtrise professionnelle. Je m'excuse. Pour les candidats qui seraient hors Québec, c'est-à-dire des gens qui ont fait leurs études évidemment à l'extérieur de la province, il va y avoir certaines conditions également au niveau de l'admission de préalable de cours. On va demander souvent que les personnes soient titulaires d'un brevet d'enseignement. Pour les universités anglophones, donc si vous avez étudié en université anglophone au niveau de votre formation initiale, là encore au Québec ou hors Québec, il va y avoir en plus des conditions de cours qui pourraient être préalables, c'est pas nécessairement, il peut y en avoir, là, il va y avoir aussi la réussite d'un test qu'on appelle le TFLM, le test de français Laval-Montréal. Donc, c'est un test diagnostique pour s'assurer qu'il y a un niveau de compétence maîtrisé au niveau de la langue pour pouvoir poursuivre ses études. Étudiants de l'étranger, pour l'instant, on fait beaucoup de cas par cas avec Mme Gaboury, qui est la TGDE, qui est la secrétaire, là, la perle rare qui répond à plusieurs questions qu'on peut avoir sur les programmes. Donc, on va regarder les dossiers au cas par cas, on va regarder au niveau des équivalences, des reconnaissances du ministère de l'Éducation, on va regarder au niveau des cours préalables qu'on vous demanderait et là encore, on va regarder aussi les conditions des études supérieures et postdoctorales, donc ESP, umontréal.ca, qui ont leurs exigences également pour les étudiants de l'étranger. La prochaine, cette diapo rejoint la précédente. Donc, la structure actuelle du programme en MED orthopédagogie, c'est un programme de 45 crédits qui se fait sur 2 ans si vous êtes à temps plein ou 4 ans si vous êtes à temps partiel. Il va y avoir des cours obligatoires. Je parlais de cours préparatoires tout à l'heure. Donc, s'il y a des cours préparatoires, bien, ils s'ajoutent à l'année qui précède votre entrée dans le programme de MED orthopédagogie. Donc, 24 cours de crédit obligatoires dans ce programme, peut-être des cours préparatoires si ça vous touche. Vous avez dans ces cours 18 crédits de cours à option et 3 crédits de cours au choix. Le DESS en orthopédagogie et le microprogramme, il y a quelques microprogrammes, donc ont une valeur moindre en termes de crédits et peuvent éventuellement vous mener à pouvoir réaliser un cumul de crédits, donc éventuellement par l'ajout de certains cours avec les spécificités, vous pouvez vous retrouver avec la MED en poche éventuellement. Évidemment, répondant aux critères d'admission et aux critères de sélection des cours. J'ai mis ici, à titre indicatif, la structure du programme au niveau des contenus des cours. En fait, c'est les titres des cours avec leurs sigles. Vous pouvez aller voir de quoi ils se composent de façon plus spécifique. Donc, vous avez les cours qui sont obligatoires et les cours que l'on dit à option, qui sont offerts, ça c'est plus intéressant, automne, hiver, été. Donc, vous avez un ensemble de cours qui sont offerts parfois en répétition. Ça veut dire que vous le suivez une fois, mais vous avez la possibilité de le suivre, par exemple, à l'automne ou à l'hiver. Le stage est un exemple de ça. Le stage, vous pouvez le suivre à l'automne ou à l'hiver. Pas en été parce qu'on est en éducation, c'est plus compliqué. Et donc, il y a des cours comme ça qui se retrouvent 2 fois dans l'horaire, comme le projet d'intégration, le EDU 73 ou le EDU 72 que j'ai mis en vert, pour que vous puissiez voir que, dans le fond, selon votre parcours, votre cheminement, bien, ces cours-là vous permettent de faire le point à un certain moment et en même temps de clore avec le stage et avec la fin de votre programme,
de clore finalement la réflexion qui est en lien avec votre parcours de cheminement continu de développement, donc de deuxième cycle. Donc, vous avez là l'ensemble des cours qui sont possibles, en tout cas dans notre programme actuel. Vous allez voir aussi qu'une caractéristique de notre programme, c'est qu'on ne distingue pas le primaire du secondaire. Également que les étudiants ont des choix. Donc, vous avez une certaine sélection de cours qui vont aller avec vos intérêts de développement professionnel. Des cours qui s'orientent sur l'orthodidactique, des cours qui s'orientent évidemment sur la réflexion professionnelle et d'autres qui sont plus d'ordre psychopédagogique. Enfin, je disais pourquoi choisir l'UDM? Parce qu'on a, là, évidemment, avec la pandémie, c'est compliqué, mais on a un centre de soutien en pédagogie et en santé qui s'appelle l'Extension. Techniquement, le stage, je dis bien techniquement parce que cette année, c'est plus ouvert à cause de la pandémie, vous vous doutez bien. On a un centre donc qui s'appelle l'Extension dans lequel on demande aux étudiants de faire leur stage. Évidemment, le stage est comme une pièce maîtresse, si vous me permettez l'expression, pour caractériser ce programme en orthopédagogie. Donc, avec le suivi avant, pendant, après, vous avez là un éventail d'habiletés que vous développez ou en tout cas que vous consolidez pour faire l'évaluation d'une situation d'un élève qui rencontre des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation ou les deux. Vous allez aller intervenir auprès de cet élève, communiquer un rapport, en tout cas rédiger un rapport d'orthopédagogie et faire évidemment la rédaction de plans d'intervention qui se tiennent, qui sont solides. Vous allez avoir à travailler donc des compétences qui sont développées en formation initiale, mais aller au-delà de ce qui est développé en formation initiale, tout en respectant donc ces compétences, en allant plus loin dans leur développement. Vous avez des cours à faire chez nous le soir et les week-ends, particulièrement, principalement. Pourquoi? Parce qu'on est conscient que la plupart des gens travaillent le jour. Encore plus en contexte de pandémie, on a beaucoup de jeunes profs qui se retrouvent pas à statut précaire, ou en tout cas à statut précaire, mais à travailler presque à temps plein. Donc, on est conscient de ça. Donc, on essaie d'offrir les cours de soir et de fin de semaine. Pour cette année, c'est particulier parce qu'on fait les choses à distance, bien sûr, mais en même temps, on essaie de respecter ces horaires et de faire des aménagements avec les étudiants autant que faire se peut pour pouvoir aussi parfois rencontrer les étudiants. Donc, il y a beaucoup d'aménagements fluctuants dans la façon de donner les cours, je dirais, même si c'est les soirs et les fins de semaine. Donc, ça dépend des cours, ça dépend des profs, bien entendu. Les cours sont offerts, je vous ai dit, sur 3 trimestres. Donc, on essaie de faire en sorte que ce soit réaliste pour vous quand vous êtes à temps plein de finir sur 2 ans. Et même chose, si vous êtes à temps partiel, de pouvoir finir dans le temps imparti qui vous est donné. Temps plein ou partiel, donc possibilité aussi. C'est une formation qui ne s'adresse pas exclusivement aux orthopédagogues ou aux enseignants en adaptation scolaire. Notre formation, elle est plus large que ça. Elle touche toute personne en éducation qui se préoccupe des élèves qui sont en situation de handicap, disons, pédagogique, qui rencontrent des obstacles dans leur parcours scolaire, dans leurs apprentissages et pour lesquels on cherche des solutions au niveau de l'intervention éducative. Donc, on est dans cette optique-là. On peut peut-être penser à la rééducation également, mais on est vraiment dans cette optique. Et donc, la formation en orthopédagogie va cibler l'ensemble du domaine professionnel et non pas que le rôle de l'orthopédagogue, bien que celui-ci soit au centre de cette formation qui est proposée, comme je vous dis, en développement continu. Je répondrai aux questions tout à l'heure, si je comprends bien, puis je laisse la parole à Véronique ou à Isabelle. Là, je ne sais pas, Véronique. Oui, nous allons poursuivre maintenant avec Isabelle Montesinos pour le programme de littérature jeunesse. Merci beaucoup, Véronique. Alors, je n'ai pas de support visuel, contrairement à Nathalie. Et dans le fond, je vais pouvoir faire du pouce sur ce que Nathalie a présenté parce que, dans le fond, les microgrammes en littérature jeunesse ont des conditions d'admission qui ne sont pas très éloignées de ce que Nathalie a présenté par rapport à la MED en orthopédagogie. Et également, évidemment, ce ne sont pas des formations qualifiantes non plus. Ça a aussi une visée de développement professionnel. Donc, ce sont vraiment des programmes courts professionnels. Donc, je vais parler de chacun des... En fait, il y a un micro-programme, mais 2 versions existent et peuvent être cumulées pour former un DESS. Et à la suite de ça, il est possible également de poursuivre avec une MED en didactique, ce que font beaucoup de personnes. Donc, je vais peut-être parler des personnes qui sont visées par ces programmes-là.
Dans l'état actuel des choses, ce sont surtout des enseignants du primaire ou qui exercent à l'éducation préscolaire, qui souhaitent se former en littérature jeunesse à des fins d'enseignement, qui suivent ces micro-programmes. Il y a aussi beaucoup de conseillers pédagogiques, parfois quelques orthopédagogues et également occasionnellement des enseignants qui exercent au secondaire. C'est beaucoup plus rare puisque le micro-programme est plus centré sur les besoins des enseignants du primaire. Donc, le micro-programme, je le disais, a 2 versions. Il y a donc 2 options possibles et si on les cumule, ça devient un DES. Donc, l'une de ces options touche à la question de la différenciation pédagogique. Donc, c'est littérature jeunesse et différenciation pédagogique. C'est un micro-programme qui est beaucoup plus centré sur l'enseignement de la lecture et qui met les différents moyens de se servir d'œuvres de jeunesse pour soutenir le développement des compétences en lecture des élèves, tout en différenciant son enseignement par l'adoption de différents dispositifs. Donc, les contenus du micro-programme portent sur la lecture et la différenciation pédagogique. Et le micro-programme est offert à des cohortes, c'est-à-dire que le groupe est un groupe fermé. Les 5 cours du programme sont suivis par la même cohorte, ce qui crée en même temps une communauté d'apprentissage entre les étudiants. Les cours sont offerts la fin de semaine et le soir et c'est conçu pour s'adapter au travail d'enseignants en exercice. Donc, c'est vraiment conçu pour que ce soit compatible avec la vie, le quotidien d'un enseignant qui exerce à plein temps. Donc, cette première option, littérature jeunesse, c'est différenciation pédagogique. La deuxième option, c'est littérature jeunesse pour approcher la langue écrite. Et c'est un micro-programme dont les contenus sont davantage centrés sur le recours aux œuvres de jeunesse pour s'approprier le fonctionnement de la langue écrite. Donc, il y a beaucoup de contenus qui portent sur l'enseignement lexical, sur l'enseignement syntaxique, sur l'enseignement de la textualité. Donc, dans ce micro-programme-là, l'accent est vraiment mis sur l'utilisation de la littérature de jeunesse plutôt au bénéfice de et du développement des compétences par rapport à la langue. En fait, les enseignants qui le suivent pour soutenir leur propre développement professionnel. Il est beaucoup de questions de littérature actuellement dans les milieux scolaires et beaucoup d'enseignants se sentent démunis pour un usage didactique de la littérature, c'est-à-dire qu'un usage de la littérature à des fins de lecture plaisir ou à des fins de constitution au sein de la classe d'une communauté de lecteurs, c'est ma foi relativement facile et beaucoup d'enseignants savent comment s'y prendre. Par contre, se servir de la littérature jeunesse à la place de manuels scolaires pour travailler tous les contenus fondamentaux de la progression des apprentissages pour soutenir les compétences à lire, à écrire, à apprécier et à communiquer oralement, c'est quelque chose qui est moins simple pour beaucoup d'enseignants qui éprouvent le besoin d'avoir cette ressource-là. Ce qui fait que dans l'état actuel des choses, beaucoup d'enseignants choisissent de suivre un micro-programme, puis ensuite de passer au DESS pour avoir les 2, et une proportion non négligeable pour suivre à la maîtrise professionnelle également, pour continuer leurs compétences par rapport à ça. Que vous dire d'autre par rapport à ces micro-programmes ? Je pense que j'ai pas mal dit ce que je souhaitais vous dire, donc je suis disponible pour répondre à toutes questions. Parfait. À ce moment-là, pardon, exactement. On va aller voir, on va aller piger dans les questions reçues. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions, à poser vos questions, en fait, dans le Q&A ou Q&A, dans le bas de votre fenêtre. Allons voir. J'ai une première question. En fait, pourrais-je devenir orthopédagogue? Non, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure, puis c'est vrai que je vais vite quand je parle. La formation initiale, donc c'est le bac
qui permet de devenir orthopédagogue. Il peut y avoir aussi, il y a des maîtrises qualifiantes qui existent, qui sont toutes nouvelles, mais qui ne sont pas offertes en orthopédagogie. Ce qui se passe, c'est qu'une fois dans un milieu de pratique, après quelques années, on peut faire une demande de ce qu'on appelle un changement de champ. Alors ça, c'est très spécifique. Alors si vous êtes, par exemple, formé en préscolaire primaire et que vous voulez devenir orthopédagogue, vous pouvez prendre des cours, prendre la maîtrise en ortho, par exemple, c'est tout à fait à propos, mais vous allez pouvoir aussi aller chercher d'autres cours d'appoint plus spécifiques pour être meilleur. Et votre commission scolaire va vous demander habituellement de faire quelque chose comme 15 crédits pour pouvoir changer de champ. Alors ça, c'est conventionné. Allez voir les conventions collectives des enseignants, elles sont ouvertes sur Internet. Faites convention collective des enseignants au Québec. Vous allez voir les champs. Il y en a, je crois, 23 ou 26, là, je suis un peu mélangée, et vous pouvez faire un changement de champ. Donc, la maîtrise n'est pas qualifiante en ce sens-là. Vous ne deviendrez pas orthopédagogue, bien qu'une commission scolaire pourrait décider de vous engager comme professionnel non enseignant ou comme enseignant d'adaptation scolaire, moyennant certains cours éventuellement, et ça peut être à la pièce parce qu'on est en contexte aussi de pénurie. Mais soyez vigilants à ce sujet-là. Excellent. Une autre question à laquelle on a probablement répondu, mais je pense qu'il est important d'y revenir. En fait, on demande quelles sont les conditions d'admission. Donc, peut-être refaire un petit survol par rapport à ça. OK, dans mon programme, vous voulez dire? Oui, exact. OK. Est-ce que je reprends la vidéo? C'est-tu nécessaire de reprendre le PowerPoint? Non, peut-être juste le dire de vive voix. Oui, donc les conditions d'admission. Donc, actuellement, ce qu'on demande, c'est quelqu'un qui possède un bac en éducation, donc un bac en éducation préscolaire primaire ou en adaptation scolaire, donc un bac de 4 ans, OK, avec une moyenne de 3 sur 4,3. Sinon, un bac en éducation aussi, mais va nécessiter quelques cours préparatoires selon la formation qui aura été faite. Si j'ai été formée en enseignement en éducation physique, par exemple, bien, je vais avoir certains crédits préparatoires à faire. Et ça, c'est dans la première année. Autrement dit, ma maîtrise à temps plein, elle dure 2 ans, mais si j'ai des cours préparatoires, j'ai 1 année pour réussir ces cours-là, pour pouvoir intégrer la maîtrise. Donc, c'est des conditions actuelles qui sont là. Donc, pour tout type, et là, comme je les ai déclinés tout à l'heure dans le PowerPoint, là, ça allait quand même vite, mais vous allez voir que selon le type de formation initiale en enseignement, il y a des conditions de ce type-là qui sont mises en place. Et bon, et je crois que Alain, tu as mis aussi les liens Internet, donc avec les cours spécifiques en français ou en mathématiques, en ortho du français, en ortho des maths, qui peuvent être préalables. Évidemment, et c'est ça. Donc, c'est un bac en éducation qui est attendu. Et quand quelqu'un est formé en autre chose, ben, on va lui demander qu'il fasse plusieurs cours préparatoires, mais on demande un bac en éducation pour l'instant. Donc, on lui demandera de faire des cours préparatoires en étant déjà admis à la maîtrise. C'est bien ça? En fait, c'est comme technique. C'est que l'admission, pour être admis officiellement en MED, il doit réussir ses cours préparatoires. Donc, ce que certains étudiants peuvent faire à temps plein, parfois vont faire des cours de maîtrise en même temps que des cours préparatoires, mais ne seront pas officiellement admis à la maîtrise dans cette première année tant que leurs cours ne seront pas réussis. Même chose pour le TFLM. Il y a des conditions de réussite avec les cours qui vont avec. Et donc, tant que ça ne sera pas fait, la personne ne peut pas avoir l'inscription officielle en MED. OK? Parfait. Merci beaucoup pour cette précision. Donc, il y a peut-être encore là, je répète les questions en fait qu'on a reçues. Est-ce que la maîtrise en éducation garantit l'obtention d'un poste? Non. Il n'y a jamais de garantie d'obtention d'un poste. Non, c'est ça. Mais comme on disait, l'éducation est quand même un domaine en pénurie. Donc, voilà, puis là, ben, présentement, toute personne qui a un baccalauréat peut postuler dans une commission scolaire. Donc, c'est pas une situation qui, disons, normale ou en tout cas, on ne la souhaite pas normative dans ce sens-là. Maintenant, ben voilà, c'est sûr que si vous allez vous chercher des cordes à votre arc, ben ça va juste vous aider. Oui. Parfait. Puis, si jamais ils ont des questions, en fait, les candidates ont des questions par rapport à ces 2 programmes-là, qui doit-il contacter? Ben, pour mon programme, je pense qu'Isabelle aussi, mais je ne veux pas parler pour elle, c'est Nicole Gaboury.
Donc, c'est la personne qui est inscrite sur le site web aussi quand vous consultez les programmes et tout ça, c'est la première personne à contacter. Bien sûr, Nicole, on va se parler. Moi, je suis la responsable du programme, mais c'est elle qui les voit passer, toutes les demandes d'admission. Donc, moi, je vais les approuver, mais des fois, on va discuter de la situation, on va aller investiguer davantage quand il y a des points qui sont plus... des fois, ce n'est pas toujours clair, là, les parcours qui sont atypiques. Donc, on va aller vérifier, on va aller trouver la bonne information ensemble. Génial. Dans mon cas aussi, c'est Nicole Gaboury qui est le vis-à-vis. L'adresse de Nicole Gaboury est dans la boîte de conversation, donc vous pouvez la chercher directement de là. Parfait, génial. On a une autre question et puis je vous encourage, n'hésitez surtout pas à nous poser d'autres questions dans le Q&R ou Q&A. On demande également quelle est la date limite pour déposer une demande pour l'automne 2021. J'ai oublié de le dire, je l'avais écrit dans mon dernier PowerPoint. Alors, la date limite, c'est le 1er février. Retenez surtout le 1er février, mais il y a une deuxième date, disons, au cas où, si vous passez tout droit. Il y a une date qui serait, pour le MED, c'est le 1er mai. Pour le DESS également et pour le microprogramme le 1er juillet. Donc, retenez surtout le 1er février. C'est vraiment la date qui serait le plus simple pour dire à l'automne prochain pour être admis. Mais il y a une deuxième date sur le site web qui pourrait aussi exister là, puis vous permettre d'arriver à l'automne. Mais plus facile de faire votre choix quand vous êtes au 1er février. Donc, c'est ça, la date officielle est le 1er février, mais il risque d'y avoir des prolongations par la suite. Génial. Pour les microprogrammes, c'est un petit peu différent. Dans le fond, au mois de mars, un courriel est envoyé à toutes les personnes qui ont manifesté leur intérêt envers les microprogrammes, donc en m'écrivant, tout simplement. Et ce courriel, en fait, donne le lancement des inscriptions. Et il faut savoir quand même que les groupes sont contingentés et c'est généralement plein en très peu de temps, en 48 heures ou les deux. Donc, si vous êtes intéressé, vous m'écrivez, vous recevrez donc ce courriel qui donne le signal de l'inscription.